Bienvenue dans Éduque-moi si tu peux, le podcast où l'on explore avec rigueur scientifique, curiosité et second degré, le monde parfois complexe, parfois absurde du système éducatif. Aujourd'hui, on va parler d'un monstre, un de ceux qui n'ont pas de visage et qui changent de nom, de ceux qui s'immiscent dans les couloirs et se cachent derrière les portes, qui se nourrit des regards, des mots, des points et parfois de l'indifférence, qui envahit tel une ombre et remplace les rires par des silences qui arrachent tout jusqu'à la solitude, pourtant sous les yeux de tous. Aujourd'hui, pour les besoins de ce podcast, on va lui donner un nom, lui fabriquer un décor pour que le harcèlement scolaire ne reste plus une ombre insaisissable, mais devienne une figure que l'on peut affronter et regarder en face. Je vous présente Ouragan, ce monstre connu que personne n'attrape. Ouragan, c'est une pluie de mots qui s'abat chaque jour au même endroit, une ondée tenace qui creuse un cratère dans le cœur d'un seul, tandis que les autres regardent ailleurs, se contentant de murmurer que ce n'est que de la météorologie. Un instant, t'es en train de nous dire que ces anomalies météo vont continuer. Non seulement continuer, mais empirer. Pourtant, Ouragan, tout le monde le connaît. C'est même un personnage public avec une certaine notoriété. Ces temps-ci, il a souvent fait la une des médias. Le gouvernement lui a même dédié un programme. Qui sait, peut-être que d'ici peu, il pourra obtenir une distinction pour sa persévérance. Alors oui, aujourd'hui, la question se pose. Qu'est-ce qu'il fout encore là ? Ouragan n'est pas né à l'école. Il ne s'est pas soudain réveillé un matin, entre les murs d'une salle de classe, décidé à envahir les couloirs et la cour de récré. Non, il grandit depuis bien longtemps, il puise sa force bien au-delà des grilles, dans un ciel bien plus vaste, qui lui donne tout l'élan et la liberté de s'étendre pour revenir chaque jour plus confiant dans l'univers contraint de l'école. Et dans ce ciel immense, il y a un nuage noir qui s'assombrit depuis des années, depuis le jour où regarder la télé est devenu plus ancré dans le quotidien que de discuter en famille. Alors allumons la télé et regardons de plus près ce petit théâtre de la cruauté où la malveillance se banalise jusqu'à en devenir divertissante. Avril 2001, Endemol jette en pâture 12 jeunes paumés et dopés aux hormones sur TF1 à une heure de grande écoute. C'est le début de la normalisation publique de la méchanceté acceptable. L'humiliation est érigée en maître du spectacle devant 5 millions de spectateurs amusés, qui applaudissent et en redemandent. De là, le virus se propage. Des émissions de survie basées sur des stratégies de manipulation et d'exclusion, des émissions de rencontres où le dénigrement physique est inscrite dans la charte et où la souffrance est une matière première précieuse, des huis clos voyeuristes bafouant toute norme de respect de l'intimité, et des télécrochets qui mettent en scène la critique et le jugement constant. Bon, en gros, des gosses à peine sortis de l'adolescence qui deviennent des produits de consommation, comme des steaks sur un étalage de viande fraîche, et un système carnivore qui apprend aux consommateurs à rire de la souffrance animale. Et on se régale. Je pense que d'en arriver là, à un moment, j'aimerais bien que de temps en temps, sur les grandes chaînes, à des heures comme ça, on voit des gens, je sais pas, brillants, qui nous inspirent quelque chose, qui ont un truc de plus que nous, qui nous filent envie de comprendre des trucs sur le monde, sur ce qu'on est. De mettre en scène comme ça le discours abscon et la médiocrité, ça me saoule. Voilà. Mais la télé-réalité n'est qu'une toute petite partie du problème. Certains talk-shows télévisés sont carrément de l'arsenic en bouteille pour l'esprit. Je vais prendre un exemple précis pour illustrer le propos. Disons que je représente la tranche des 18-24 ans. Que tous les soirs, je participe à booster l'audimat des 2 millions de téléspectateurs, déjà branchés sur cette chaîne, qui n'existe plus d'ailleurs, pour m'abreuver le cerveau de ce que je crois être une émission d'analyse d'actualité médiatique. Et que je n'ai pas le recul nécessaire pour m'en rendre compte de la daube infâme qu'on est en train de me servir. Je fais comment pour rester lucide ? Si je reste convaincue que le pouvoir et la liberté de parole donnée à Hanouna fait encore gage de certaines valeurs morales ? Que je suis persuadée que la télé représente une autorité fiable et incontestable dont on peut suivre aveuglément le courant de pensée. Eh ben, je reste là, assis sur mon canapé devant TPMP, à rigoler et à relayer des buzz façonnés à coups d'humiliation, de stigmatisation, de blagues sur l'apparence, l'origine ou l'orientation sexuelle, d'agression verbale, d'agression physique et de détournement de sujets graves tournés à la dérision pour en faire un cirque. Et puis le lendemain, je sors dehors, je retourne en cours, et je ne m'aperçois pas que ce cirque a fini par influencer mes normes sociales, influencer mon comportement au point de ne plus me rendre compte des frontières de la malveillance. Et en fin de compte, je m'appelle Ouragan. Bon, au rayon des médias carnivores, je n'ai pas encore parlé des réseaux sociaux. Ce vague trou noir où l'absence de contact direct et la consommation rapide fait disparaître la notion même d'empathie. Pourquoi faire d'abord ? Mon anonymat me préserve des conséquences de toute façon, et puis anéantit mon sentiment de responsabilité, alors. En plus, sur les réseaux, le harcèlement c'est tout le temps, c'est partout, c'est normal. C'est la culture du like, du partage. Si je participe à un lynchage public, ça me donne un sentiment d'appartenance, ça se justifie, c'est acceptable, non ? Puis Hanouna, il le fait bien, lui, et ça reste le boss. T'as vu comment il est pété de thunes pour se foutre de la gueule des gens ? C'est un modèle de réussite. Oh, on est en 2025, faut vivre avec son temps. Bon, j'arrête là la parabole, sinon je vais finir par passer ma vie à scroller au lieu de marcher et d'avancer.
Ouragan, t'es toujours là? Ouh, tu m'as fait peur. Ouais, je croyais que tu t'étais barré. Dommage, on va devoir continuer de chercher pourquoi personne n'arrive jamais à t'attraper. Une idée? Je crois que le gouvernement a essayé, non, il y a quelques années? C'était quoi déjà le nom du fil à papillon avec lequel ils ont tenté de te choper? Le programme phare pour dire non au harcèlement. Ah ouais, le programme phare. T'en as vu la lumière ou... Ouais, bof, bon, ça t'a pas trop éclairé. Ok. Attends, je vais regarder. Alors, que dit éducation.gouv? Le système négatif. Le programme phare poursuit 3 objectifs. 100% prévention, 100% détection, 100% solution. Ah ouais, en fait c'est vendu comme un détergent quoi. Prochainement, dans votre salle de bain, Silite Bank, 0 moisissure. Pas sûr qu'on puisse se débarrasser d'Ouragan ou Karcher, mais ok, allons plus loin. Alors, y a quoi là-dedans? 10 heures annuelles dédiées à la prévention, des ressources pour l'information et la formation des personnels, la sensibilisation des familles, des élèves ambassadeurs, un numéro vert pour les signalements. Ok, bon, à première vue, dans les grandes lignes, ça semble assez succinct. On est allé chercher plus en profondeur, quand même, pour voir les dispositifs mis en place derrière ces annonces, et sur le papier, ça a l'air plutôt assez structuré. Des formations académiques, une plateforme numérique, des équipes et des protocoles de prise en charge, c'est quand même un peu plus construit que ce que la page d'accueil laissait présager. Ouf. Bon, mais ça, c'est les actions imprimées sur papier glacé, c'est joli dans le dossier, mais si c'est voué à dormir au fond d'un tiroir, bah ça fait plus sens. Donc en théorie, il y a de l'idée, mais comment ça se passe sur le terrain? Ils sont un tantinet tendus dehors, alors surtout ne fais aucun geste brusque et laisse-moi parler. Ce que l'on peut reconnaître, c'est qu'une porte s'est ouverte pour enfin laisser passer un peu de lumière. Ouragan en avait marre de rester dans le noir, pourtant il se donnait beaucoup de mal pour attirer les projecteurs, mais il était toujours recalé au casting des priorités. Et enfin, le gouvernement a raccordé l'électricité pour éclairer la pièce. Ça y est, on parle de lui, on le reconnaît pour le monstre qu'il est et non plus comme une légende urbaine. Ce qui a tout de même permis une libération de la parole, dans une certaine mesure, on y reviendra. Mais si on s'en tient aux chiffres, le nombre d'affaires enregistrées par le parquet est passé de 530 en 2022 à plus de 6000 en 2024. Et selon le ministère de la Justice, cet envolé spectaculaire ne serait pas tant un raz-de-marée de nouvelles violences qu'une prise de conscience accrue depuis la reconnaissance du harcèlement scolaire comme une infraction spécifique. Eh oui, il était temps. Parallèlement, les signalements faits au 30-18 ont triplé en 2024, ce qui pourrait témoigner d'une timide éclaircie dans la brume du tabou. Du côté du ministère, on sourit devant les caméras pour annoncer fièrement que le programme phare a permis d'instaurer un cadre structuré et global de prévention et de prise en charge du harcèlement. Ouais, c'est sûr que c'est pas vendeur de reconnaître que certaines mesures ressemblent à un manuel de bonnes intentions relié à la colle. Bon. Et puis sans se démonter, ils avancent que la formation des équipes éducatives ont favorisé une communauté protectrice. Quoi? Des profs déguisés en super-héros Marvel? Non, trop fort. Mais au fait, ils en pensent quoi des formations, nos super-héros? Ah bah là c'est plus le même discours, faut éteindre les caméras officielles. Pendant que le syndicat des personnels de l'éducation nationale qualifie les formations de saupoudrage, en les jugeant bien trop théoriques, une majorité de profs s'évertue à les demander plus approfondies. Gonflez ceux-là. Quelques heures de formation étalées sur 2 ans, dont la plupart des modules sont en auto-formation par vidéo, ça suffit, non? Non. Principalement parce que ça n'offre ni interactivité, ni possibilité d'échanger sur des cas concrets, ni de se mettre en situation pratique, qui sont finalement les piliers essentiels d'une formation. Pour autant, le programme a fait naître certaines initiatives positives. Certains établissements ont nommé des référents en matière de harcèlement, c'est déjà une avancée. Mais la mise en œuvre reste très inégale. Le réseau d'acteurs mobilisés, comme les référents, les infirmières scolaires, les psychologues ou les CPE, n'existe pas forcément dans toutes les écoles, ou repose sur le dévouement du personnel déjà bien surchargé. C'est la principale plainte que fait remonter le Centre des ressources et d'études systémiques contre les intimidations scolaires, le manque de temps et de ressources pour faire appliquer les actions du programme phare sur le terrain. Sans parler que, faute d'une bonne communication ou d'accompagnement suffisant, le programme est resté lettre morte dans certaines écoles. Rendu obligatoire à la rentrée 2023, mais résonnant parfois seulement comme des bruits de couloir. Pourtant le document doit bien être là, quelque part, par là, caché dans un tiroir entre le budget prévisionnel et les menus de la cantine. Revenons à une action plus salvatrice, l'idée de former des élèves ambassadeurs capables de repérer des situations que les adultes ne voient pas est réellement une bonne approche. Enfin une mesure qui ose détrôner la suprématie des adultes pour redonner aux jeunes une part de responsabilité et d'implication. Là encore, ne manque plus que les profs soient formés pour à nouveau inspirer la confiance et l'envie de se tourner vers eux pour en parler. Parce qu'encore trop souvent, les élèves choisissent la solitude silencieuse face à la peur de se sentir jugés, incompris ou tout simplement ignorés.
C'est un fait solidement enraciné contre lequel le programme phare peine encore à lutter. Un système de croyances obsolète où certains responsables éducatifs jugent encore le mot harcèlement trop dramatique et continuent de considérer ces chamailleries enfantines comme de simples rites de socialisation. C'est un peu comme prétendre que marcher sur des braises renforce le caractère. On célèbre la douleur comme un passage obligé tout en fermant totalement les yeux sur les brûlures. Eh oh, les traumas psychologiques, c'est pas des vitamines pour grandir, on se réveille. Et puis il y a ceux qui ne ferment pas les yeux, mais qui partent tout de même à contre-courant, défiant tout bon sens, en gratifiant les jeunes d'un nonchalant « Bah, pourquoi tu t'es pas défendu tout seul ?» Bah c'est ça mon grand, deviens l'agresseur de ton agresseur. C'est vrai que dans toute l'histoire de l'humanité, rien de bien méchant n'est arrivé avec cette logique de riposte. Pourquoi est-ce que je monte là? Pour vous grandir? Non. Merci d'avoir joué. Je monte sur mon bureau pour ne pas oublier qu'on doit s'obliger sans cesse à tout regarder sous un angle différent. Allez, on aborde le dernier point qui révèle la dure réalité de la mise en œuvre du programme phare sur le terrain. Le programme semble partir du principe qu'un agresseur est forcément capable de prendre conscience de la souffrance qu'il inflige et de s'en amender, comme si la plupart des cas de harcèlement n'étaient finalement que de la maladresse aggravée. Ok, une blague qui sort de travers, c'est maladroit, mea culpa. Mais j'ai du mal à croire que le revenge porn puisse relever de l'étourderie. Non, parce que là, l'intention de nuire n'est pas un petit doute qu'il faudrait éclaircir. Ça va au-delà de la capacité à prendre conscience de ce qui est bien ou mal. On est justement dans la culture de l'incapacité, dans la culture de la banalisation avérée. Non mais tu crois que le mec qui idolâtre Hanouna... Oui, je sais, j'ai mes préférences de personnages à vomir. Bref. Tu crois que le mec qui idolâtre Hanouna et qui le voit tourner en dérision le viol d'une femme devant elle, en direct à la télé, sans que personne ne bronche, peut s'inquiéter de la souffrance d'une humiliation publique? Tu crois pas qu'implicitement il a eu la validation tacite que c'était toléré? Et que ses propres limites ne se sont pas repoussées? Puis il risque quoi? Une tape sur les doigts avant d'être changé d'école? L'autre aussi s'est fait taper sur les doigts avant de se faire muter. Et maintenant il continue à sévir sur W9. C'est pas vraiment l'idée qu'on se fait du changement. Alors concrètement, depuis 2023, un ouragan s'est retrouvé dans la lumière, ok, on admet enfin ouvertement qu'il y a un problème météorologique cataclysmique. Cool. Mais dans les faits, les chasseurs de tornades sont malheureusement sortis un peu à la hâte et ont visiblement zappé de prendre les outils adéquats. Résultat, ils se sont retrouvés à souffler avec des pailles pour faire reculer la tempête. C'est le moment de voir le chemin. Le chemin? Je le vois, le chemin, mais le trou fait 400 mètres. Il y a un petit drapeau rouge qui flotte dessus, et j'ai 12 coups de retard. Donnez-moi ce club. Alors essayons de renforcer les pailles avec une véritable station météo-éducative. Un système de navigation fiable, pour que chaque acteur de l'éducation dispose d'une formation fondée sur une approche psychopédagogique de la mise en situation, pour apprendre à repérer les signaux faibles avant la tempête, savoir quand lancer l'alerte, et comment intervenir sans hésiter. Avec des modules de rappel chaque année, et oui, les équipes changent. Quoi d'autre? Un baromètre précis pour mesurer la pression qui pèse sur les épaules des profs déjà bien surchargés. Ça implique de dédier du temps et des moyens humains, notamment par l'intervention de médiateurs, véritables relais du programme, chargés d'assurer un lien de confiance avec les élèves et leurs familles, un suivi de l'application des actions engagées et de proposer des ateliers de développement des compétences psychosociales. Une appli météo en temps réel, pour permettre aux familles d'avoir un retour obligatoire sur l'avancement des dossiers et éviter ainsi que les signalements ne se perdent noyés dans la bureaucratie. Un radar pour orienter les parents et leur donner des outils concrets de compréhension et de prévention afin qu'ils puissent anticiper les zones de turbulence traversées par leurs enfants. Un ordinateur de bord dédié à la lutte contre le cyberharcèlement avec des ateliers spécifiques de prévention et des protocoles d'intervention rapides en lien direct avec les plateformes numériques pour réagir dès les premiers éclairs. Une radio satellite pour améliorer la communication interne et rendre le programme plus visible dans les établissements. Des campagnes claires doivent signaler les différents moyens de demander de l'aide pour que personne ne reste dans le brouillard. Un drone ce serait pas mal, pour prendre de la hauteur et renforcer la cohérence nationale en réduisant les disparités massives entre les établissements. Ça suppose de jeter un œil sur les remontées d'informations concernant le manque de personnel et leur donner les moyens nécessaires pour agir de manière cohérente sur tout le territoire. On pourrait prévoir aussi un pluviomètre, indicateur de performance, pour mesurer l'efficacité réelle des actions et ajuster les stratégies en fonction de ce qui fonctionne. J'ai oublié un truc, non? Ah oui, un véhicule blindé, pour ne laisser personne sur le bord de la route. Renforcer durablement l'accompagnement psychologique des victimes, oui, mais aussi celui des auteurs, avec des sessions éducatives et un suivi comportemental. Parce que sérieux, simplement les changer d'école et espérer qu'ils ne referont pas trop de bruit, c'est un peu léger, non? Sinon, on peut aussi les enfermer dans un placard et jeter la clé. Ça ira encore plus vite. Oui, il faut protéger les victimes, c'est une évidence.
Mais il va vraiment falloir arrêter de se contenter de punir les harceleurs, en leur faisant bien sentir qu'ils n'ont leur place nulle part. Je veux pas vous manquer de respect, mais ça me paraît quand même évident, non? Est-ce que cette station météo suffirait à éradiquer Ouragan? Probablement pas. Ouragan a la tête dure. Il puisera toujours sa force dans un mélange d'immaturité, de besoin d'attention, de domination, de dynamique de groupe et parfois de mal-être qui continuera d'être sa boussole. Comme si, dans les profondeurs de l'enfance, subsistait un petit laboratoire social où certains testent des façons d'exister, parfois au détriment des autres. Tant qu'il y aura des êtres humains en construction et il y aura des comportements en chantier. Ce qui rend donc l'éradication totale utopiste. Il faut continuer à chercher, il faut continuer! D'un point de vue purement météorologique, on sait que le réchauffement climatique contribue à augmenter la fréquence des tempêtes, de la même manière que le climat scolaire contribue à nourrir le harcèlement. Lui aussi subit sa propre pollution. La télé, les médias anxiogènes, la banalisation de la violence, Hanouna, la rubrique des chats crevés de BFM en continu, et l'omniprésence des comportements malsains face à un trop rare éclairage des initiatives positives. Et puis lui aussi est confronté à la déforestation. Plus assez de graines pour faire germer des ressources éducatives, des décisions politiques à court terme qui ne régénèrent pas l'écosystème, et une génération qui ne voit plus l'intérêt de s'engager pour protéger la forêt. Ah, plus de profs, community manager, ça paye mieux. Oui, Ouragan nous regarde de haut et nous pousse à constater que sa force et sa puissance, il nous la doit. Que des années d'ingérence politique et sociale lui ont permis de devenir ce monstre intouchable et effrayant qui pourrit la vie de nos enfants. L'éradiquer? Non. Le faire changer de cap? Pourquoi pas? Il y a un dessin animé connu qui met en scène des monstres pénétrant dans la chambre des enfants pour exploiter leur peur comme source d'énergie avant de se rendre compte que le rire est non seulement plus humain, mais aussi plus productif. Bon travail, Bobby. Tu as atteint le quota avec ton premier enfant. Ça t'épate, hein? Je suis un drôle, une bombe comique, une boule poilante. Je fais le plein d'énergie en un seul gag. Et le fait que le rire soit 10 fois plus puissant que le cri ne t'aide pas le moins du monde. Disney illustre parfaitement que la psychologie collective d'une société est intimement liée au type de moteur émotionnel qu'elle valorise. Si le rire remplace la peur comme levier social, c'est tout le système qui en devient plus stable et plus positif. Les enfants n'ont pas besoin qu'on leur rabâche que le harcèlement scolaire, c'est mal. Ils n'ont pas besoin de théories, de statistiques, ni de jugements arbitraires. Ils ont simplement besoin de comprendre que la souffrance des autres ne les rendra pas plus heureux, ni plus forts. Que l'estime de soi ne se mesure pas dans la verticalité d'un rapport de force, mais évolue dans l'horizontalité des liens avec les autres. Qu'il est plus facile de combler la solitude en riant avec quelqu'un qu'en riant de quelqu'un. Que le poids de la peur est moins lourd pour celui qui apaise que celui qui écrase. Et que le véritable courage n'est pas toujours spectaculaire et se cache parfois dans le simple choix de ne pas blesser. Et après tout, si les monstres de Disney ont pu comprendre que la confiance inspire plus que la crainte, on peut légitimement supposer que notre monstre à nous est capable de canaliser sa force en bienveillance. C'est sur cet hommage à Monstres et compagnie que se termine cet épisode d'Éduque-moi si tu peux. Merci à Bob et Sully de Monstropolis d'avoir ouvert la voie, et merci à vous de nous avoir écoutés. Prenez le temps de laisser infuser les pistes de réflexion de ce podcast, n'hésitez pas à réagir, à partager, pour rendre cette initiative vivante, collective et participative. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, Dépendance aux écrans, la vie réelle en mode avion. Salut!